Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode 4 de Au pas de tir. En cette journée de la femme, on va parler de l'implication des femmes dans la chasse et dans le tir sportif. Euh, et on va mettre ça aussi en contraste avec certaines organisations qui prétendent défendre le droit des femmes et qui s'opposent, si on veut, à nos sports et à nos activités et qui font des sorties publiques en faveur du contrôle des armes à feu. Comme à l'habitude, on va faire une petite introduction. Je suis votre hôte, un de vos hôtes, un des panélistes, ça dit. Et on est présenté aussi avec, on est ici aujourd'hui avec Sophie Salut tout le monde! et avec Luc. Salut la gang. Normalement, on fait toujours une petite présentation de ce qu'on a fait pendant notre fin de semaine, mais cette semaine, ça a été spécial. Sophie, Ouais. t'as passé du temps avec nous Ben deux. oui, Fait que, ben oui, ben écoute, oui, ben je oui. te laisse partir le bal sur ça. Samedi matin, j'ai bravé la tempête de neige. C'était pire sur la rive nord que sur la rive sud. Je suis allée voir mon ami Luc, qui avait un match du PSC au club de tir La Nodière. C'était la première fois que, bon, je sais c'est quoi de l'IPSC, là. Je m'enlignais pas mal pour en faire, mais c'était la première fois que j'allais voir ça live. Je vais être franche avec vous, là. J'ai été impressionnée, premièrement, euh, du, euh, de la réception des gens, de l'accueil des gens là-bas, vraiment. J'étais là comme simple spectatrice. Puis, j'ai même pu embarquer avec eux autres sans tirer, mais dans le parcours, me faire expliquer c'était quoi les règles, les pointages, comment ça fonctionnait. J'ai vraiment, vraiment, vraiment été impressionnée. On va en revenir tantôt, Luc, on va s'en reparler parce que je suis encore sur mon nuage, je te le cacherai pas. Puis, ça dit, dimanche, toi puis moi, on était dans un gun show. Je sais pas comment on pourrait appeler ça en français, là, un gun show, je pense que tout le monde comprend. De, Une une exposition. exposition, exact. Le Militaria, c'est quoi déjà? L'association? C'est l'Association des collectionneurs d'armes à feu du Bon, Bas-Canada. parfait. Donc, on était avec l'ACABC à Saint-Hyacinthe, toutes les deux. On est allés rencontrer des membres actuels parce qu'on a rencontré beaucoup de gens qui nous disaient moi, je suis membre déjà du CFR parce que on est allé rencontrer des gens pour ça. Puis on est allé rencontrer des gens aussi pour les informer sur l'actuelle position là, du Canada là, envers là, le contrôle des armes à feu. Wow! On a rencontré vraiment des gens passionnés, déterminés, puis surtout renseignés. Mhm. Oui. Certains qui avaient déjà vu le podcast, on les salue Oui, d'ailleurs. exact, exact. Merci beaucoup d'être venu nous encourager, Puis, gang. ouais, puis il y a beaucoup de gens qui, de plusieurs milieux, plusieurs âges, plusieurs sexes, si on veut, on peut dire ça comme ça, mais tu sais, Oui. c'était vraiment une belle gang. C'est toujours une belle gang dans ces événements-là, dans Moi, ce ces que j'aime, c'est que les expositions-là. gens viennent nous challenger sur certaines questions. Puis ce que j'aime, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de ces gens-là, puis la prise de conscience aussi, là, que présentement, on est en train de vouloir bannir nos armes à feu, mais au nom de la sécurité publique, quand on sait que c'est complètement à côté de la plaque. Mais de voir ces gens-là se lever avec toute la communauté, parce qu'on les 2,3 millions là, de propriétaires d'armes légales, des propriétaires légitimes au Canada, ben on le voit, là, ces gens-là aujourd'hui réalisent qu'il est minuit moins une, puis qu'il faut faire quelque chose. Puis pour en Mhm. revenir au Et IPSC, pour faire quelque chose, ben il faut faire quelque chose parce que moi, je veux faire du IPSC. Mais comme c'est là, Luc, j'ai pas de 9 mm, je fais quoi? fait C'est on en sûr que parlera c'est. tantôt. Oui. On en parlera tantôt. On va revenir sur ce sujet-là parce que c'est un sujet quand même assez large, puis ça va couvrir beaucoup, justement, euh, comment est-ce que les femmes s'impliquent, parce que c'est Parfait. pas juste des gars qui font du IPSC, hein. Sophie veut en faire, mais ça serait pas la première. Fait qu'on va, Non! on va y revenir. Mais pour parler des gens qui sont venus nous Oui. jaser, justement, à l'exposition, euh, une des choses qu'ils nous ont demandé, c'est peut-être de leur donner un petit peu plus d'informations. Fait qu'on va rajouter un petit segment dans tous nos épisodes à partir d'aujourd'hui qui va essayer de parler de qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine en termes d'armes à feu. Là. Des petites nouvelles, des petites informations
pas un gros sujet de discussion. Fait que je vais vous amener quelques sujets à chaque fois. Puis on pourra en discuter rapidement, sans aller trop dans la profondeur du sujet, mais peut-être donner votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous pensez que ça va mener comme résultat, etc. Donc, première petite nouvelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais l'Alberta a décidé et a proposé justement la loi 8. Elle n'est pas encore active, mais c'est une proposition qui est sur la table, afin de se donner des pouvoirs pour se défendre contre le rachat des armes à feu qui est proposé par le gouvernement fédéral. Il y a plusieurs sous-clauses à ça, là, donc ce ne serait pas juste... il y a quand même plusieurs pouvoirs qui se donneraient, mais un des pouvoirs intéressants qui a été discuté, qui est paru, c'est que tout organisme qui désirait agir en tant qu'agent de saisie, donc on s'entend, là, on peut parler d'une organisation, d'un club pas d'un club de tir, mais d'un armurier ou quelque chose qui veut agir comme un agent pour aller saisir les armes à feu d'une personne dans le contexte d'un rachat d'armes à feu, devra faire une demande d'un permis au niveau provincial. Et le procureur en chef de l'Alberta en rajoute, il dit « on ne va pas en donner ». Fait que c'est bien beau, le gouvernement fédéral, si vous voulez faire des rachats d'armes, ça vous prend un permis provincial pour le faire, puis On n'en donne pas. il n'y en aura pas. Fait que, on n'en donnera pas. Fait que, commentaire, je pense que tout le monde est Sujet un petit peu clos. content pour ça. Honnêtement, là, j'adore ça, Ah. OK? Je te dirais, là, enfin une province qui se tient. Comment contourner OK? la loi Ils sans savent que... enfreindre la loi? Oui, C'est ça. oui, mais depuis le début, l'Alberta le savent. Les propriétaires d'armes à feu n'ont jamais été le problème. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent devant les propriétaires d'armes à feu. Ils disent, on se tient devant vous et avec vous. Hey, je veux juste Ils peut-être savent très rajouter bien que ça va un petit arriver. commentaire. Si on a des Franco-Albertains qui nous écoutent, venez nous écrire. Puis s'il y en a qui veulent m'adopter, moi, je viens du Québec. Demain matin, Alberton Moving, je suis prête à embarquer. Je pense qu'on pourrait peut-être faire une demande de réfugiés. Ouais, réfugiés d'Alberta. Oui, exactement. Oui, on pourrait être des Canada, réfugiés. Peut-être. Ça demande-tu l'asile provincial? Ah, on va s'essayer. On va être un premier cas. C'est quoi? On va faire jurisprudence. Peut-être que l'Alberta va sortir une loi pour justement permettre ça. Non, pas anti-québécois. Pour permettre l'asile des autres provinces, justement, dans leur province, pour les gens qui Et l'Alberta changea de nom pour Gunville. Gunville, oui. Fait que non, je pense que tout le monde est d'accord, c'est une super bonne chose. La seule chose que je rajouterais là-dessus, c'est que en termes de sortie pour défendre les propriétaires d'armes à feu, il y a d'autres provinces qui ont sorti dans le passé avec l'Alberta. Donc, reste à savoir si l'Alberta va être le seul ou potentiellement s'il y a d'autres provinces comme le Manitoba, la Saskatchewan. Je pense qu'il y avait le Nunavut aussi qui avait sorti contre le rachat des armes à feu. Donc, reste à savoir si d'autres provinces vont suivre. Je ne suis pas certain, je pense qu'on n'a pas besoin de retenir notre souffle à savoir si le Québec va le faire ou non, même si on aime ça tenir tête au gouvernement fédéral dans ce sujet-ci. On sait très bien comment ça va finir avec le Québec. On va briller, mais pas pour la bonne chose. Mais encore une fois, la voix du nombre, je reviens, tu sais, bon, je suis peut-être une fille avec des pensées plus positives puis qui rêve un monde de licorne. Mais je me dis, si on se tient puis qu'on se mobilise auprès de notre gouvernement puis qu'on lui fait entendre raison, là, présentement au Québec, on a la CAQ. Je vous rappelle que ceux qui ont élu la CAQ, c'est pas Montréal. C'est les régions. C'est le 450, le 819, le 418, mais c'est pas Montréal. Je pense que M. Legault a tout intérêt à écouter autant les propriétaires légitimes d'armes de la province, mais aussi les fédérations. Fédérations comme la FDCP, comme la FQ de tir et leur club de tir. Donc, mais je pense que la force du nombre va toujours... Faites entendre.
J'allais dire, faites entendre votre Oui, voix. exact, exact, exact. Appelez votre député, envoyez de l'information Ouais. à vos associations, à votre club de tir, des lettres, des campagnes d'écriture de lettres, là, ça peut Je tiens à potentiellement préciser que fonctionner. souvent, ils vont vous faire la réponse facile. Au niveau là, Ben oui. des députés provinciaux, on va vous faire la réponse facile que le débat des armes à feu, c'est dans la cour du fédéral. On est tous d'accord, c'est vrai, ce sont des lois fédérales gérées par le Canada. Ça n'en reste pas moins que quand une loi fédérale vient s'attaquer à tes citoyens de ta province, ton rôle en tant que chef de la province, c'est de défendre tes citoyens. Donc, Mhm. euh, puis je pense que bon, tout commun mortel doté d'une logique voit bien là, que ça n'a aucun lien avec la sécurité publique. Donc, si la province, pour prendre Québec, doit investir en plus de tous les investissements qu'on a faits dernièrement, qui n'ont pas été nécessairement appuyés financièrement par les fédéraux, je parle notamment là, de Centaure, euh, ici au Québec, c'est vraiment, euh, voyons, comment qu'on appelle ça, là? Je vais le dire. Une escouade. Bon, je l'ai. Oui, Une une escouade escouade. Centaure. L'escouade qui a été mise sur pied uniquement par le Québec. Il n'y a pas de fédéral là-dedans. Si en plus on doit développer des fonds pour aller faire des saisies, faire les buybacks, puis tout ça n'a absolument aucun sens. Les gouvernements provinciaux aussi ont à mettre la main à la pâte. Fait que même si vous faites faire comme réponse que c'est des lois fédérales, ben je vous invite à faire vous aussi une réponse en disant oui, mais bien que c'est fédéral, ça me touche quand même moi en tant que citoyen du Québec, là. Exactement. Donc, encore une fois, on ne veut pas perdre trop de temps sur ces sujets-là parce que c'est des sujets d'actualité, on veut juste passer dessus rapidement, mais prochain sujet, la réunion du Hum? SECU, et pour ceux qui ne le savent pas, là, le SECU, c'est une réunion, ils appellent ça le comité permanent de la sécurité publique et nationale. L'acronyme sort de où? Sécurité publique, j'ai checké celui en anglais, ça ne représente pas plus SECU. Mais ils sont rendus le prochain meeting va être le meeting numéro 60. Et en gros, ces meetings-là discutent présentement de la loi C-21. Spécifiquement, il va y avoir 2 meetings cette semaine. Le premier meeting a déjà eu lieu, c'était le 7 mars, si je ne me trompe pas, et le prochain meeting va être le 10 mars. CQ59, celui qui a déjà eu lieu, en fait, même celui de vendredi aussi, vont discuter sur l'effet des amendements retirés G4 et G46 pour ces 21. Mais lors du comité numéro 59, ils ont reçu évidemment plusieurs communautés autochtones, mais aussi la FDCP et notamment Linda Keiko, qui est une tireur de ISSF, donc une tireur sportive. Et on va revenir sur ça parce que ça a été très intéressant, la communication qu'elle a fait. En étant en plus la journée de la femme, là, je pense que ça vaut la peine de faire un petit peu plus de lumière. On va faire jouer un petit clip tantôt, donc restez avec nous pour écouter ce qu'elle a à dire. Elle est anglophone, mais on a pris la traduction française qui vient directement du site là, du gouvernement, donc on va pouvoir l'écouter et bien comprendre tout ça. Et le meeting qui va avoir lieu ce vendredi ils vont recevoir le Bureau des contrôleurs des armes à feu de l'Alberta, les médecins pour un meilleur contrôle des armes à feu, Danforth Families for Safe Communities, qui est aussi une organisation anti-armes à feu, et une autre organisation qui va nous servir ici, là, si on veut, pour une transition aussi, parce qu'on va en parler justement, là, la condition féminine, puis avec la journée de la femme, mais c'est l'Association nationale des femmes et droits, l'ANDF, ou en anglais, c'est le NAWL, si je me trompe. NAWL, Donc, ANDF, ANFD, pardon. Ouais, ANFD, exact. exactement. Donc, sur ça, eux autres sont passés, et ça, je vais utiliser ça comme transition, parce que ça va être un sujet, je pense qu'on peut passer plus de temps, parce qu'on parle, comme je disais aujourd'hui, des femmes dans le tir sportif. Mais eux ont sorti, dans le fond, un petit peu d'informations concernant leur position. C'est sorti cette semaine, et puisqu'ils vont paraître vendredi à CQ60, ben, je pense que Sophie, c'est une bonne opportunité d'en parler. Puis, de voir ta perspective en tant que femme quand on parle de cette organisation.
Ben, ça va me faire plaisir de regarder ça. En fait, ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est qu'on vient parler pour une majorité, quand on n'a malheureusement pas demandé leur opinion. Au cours des dernières années, 24 d'augmentation au niveau des femmes, au niveau du tir sportif, de la chasse. De plus en C'est la démographique qui Oui, augmente le plus, si je me exactement, trompe pas, hein? exactement. Donc, tu sais, on a fait beaucoup de gains au niveau de la société, au niveau de notre indépendance. OK? De plus en plus, je vous dirais, une majorité des femmes travaillent maintenant, sont indépendantes financièrement. Et on le voit aussi au niveau du tir sportif. Donc, moi-même, à mon club de tir, j'en vois de plus en plus qui viennent s'inscrire. Je n'ai déjà parlé lors d'un dernier podcast. On était 35 filles, là, peut-être 3 semaines, un mois, à une formation de chasse donnée par Michel Terrien à Lévis. Tous Oui. propriétaires de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Donc, une augmentation au cours des dernières années d'environ 24 du taux des femmes dans le sport de tir et c'est, on va dire que c'est variant. Aujourd'hui, on a ce regroupement-là qui a eu une réunion il y a quelques semaines avec Nathalie Provost du groupe Police se souvient pour débattre justement de la position des femmes par rapport à la violence armée. Et on est allé ressortir dans une lettre qu'on a envoyée, là, cet organisme-là a sorti une lettre qu'il a envoyée au gouvernement là, pour faire valoir leur point au niveau des armes de style d'assaut, disant que la violence armée et les armes de style d'assaut, c'était maintenant un débat féministe. Disant que les femmes étaient de plus en plus, je dirais, ciblées par, oui, Victime. victimes, ciblées par ce genre de crime-là. Là où est-ce que je m'arrête, c'est au niveau des statistiques. On ne divulgue pas de désinformation, puis on n'est pas ici, là, on est ici pour débattre de points d'opinion aussi, mais surtout de points de fait. On se base beaucoup sur des faits et les statistiques sont claires. La première cause de meurtre en féminicide, c'est malheureusement l'arme blanche. Donc, les conjoints, ex-conjoints qui attaquent leur conjointe, ex-conjointe à l'arme blanche. Deuxième cause, la strangulation. L'arme à feu est représentée plus, je vous dirais, dans les communautés autochtones, où est-ce que les chiffres ne sont pas nécessairement probants. Donc, on ne peut pas s'en servir comme statistique vraiment, puis s'appuyer là-dessus de façon claire. Mais au niveau canadien, en excluant malheureusement les communautés autochtones, le pourcentage d'utilisation d'une arme à feu lors d'un féminicide est de l'ordre de 0,001%. Donc, on se retrouve encore avec des chiffres de statistiques d'armes à feu qui ne sont pas représentatives du tout de l'ampleur des lois qu'on veut mettre en place pour sauver Exact. les victimes de ces types de crimes. Ce qui m'inquiète encore plus de ce genre de regroupement, là, le ANFD, c'est que c'est un regroupement financé principalement par le gouvernement canadien. Donc, et ils se le cachent pas en non, passant. non, c'est aller sur le site internet, là, c'est nawl.ca/fr. Parce que. C'est direct en bas, Oui, là, tu scrolls en bas, je l'ai vu. Oui, c'est financé. T'en caches pas, là. Directement. En fait, c'est un projet appuyé par Femmes et Égalité des genres Canada. Donc, et je ne dis pas que l'organisme en tant que tel et que leur cause n'est pas noble. Loin de là. On est aujourd'hui le 8 mars, Journée de la femme.
Je pense qu'on a fait des gains vraiment importants au niveau de la société en tant que femme. Il en reste encore à faire sur bien des points. Mais là où est-ce que je ne suis pas d'accord, c'est comment une organisation financée par le gouvernement canadien, puis là, je veux juste faire un petit peu vite, rapidement, la nomenclature de l'historique de cette organisation-là. Cette organisation-là a été créée il y a une trentaine d'années, 1974, et a été appuyée par Pierre Elliott Trudeau. C'est ça comme ça, tout le monde sait qui est Pierre Elliott Trudeau. Lors de la prise au pouvoir du Parti conservateur, ils ont perdu leur financement. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas pertinence de financer ce genre d'organisme-là, mais bref, ça, c'est mon opinion personnelle. Et en 2017, je vous dis ça de mémoire parce que là, je suis sur le site, là, mais ça ne me tente pas de chercher, 2017, ils ont réobtenu leur financement parce qu'évidemment, les libéraux étaient au pouvoir. Donc, force est de constater que c'est un regroupement qui font pression sur le gouvernement actuel et qui sont financés par ce même gouvernement. Est-ce que je suis tentée de penser que je prends de ma poche gauche puis que je mets ça dans ma poche droite? Ben, Je te confirme en passant, excuse-moi, mais je te confirme 2017 ouais. qu'ils ont reçu leur financement. C'est les libéraux qui sont au pouvoir. Exact. Est-ce que ça nous surprend? Non. 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 C'est tout à fait dans leur normalité de faire ça. Donc, Moi, ce qui m'a, en allant appuyer la lettre qu'ils disent, en allant appuyer, Police se souvient, pardon, avec leur lettre ouverte à tous les chefs de parti qui ont été envoyés, mentionnant. Et signé par 30 autres organisations. Oui, Là, 30 autres. Puis, je vais être franche avec vous, les gars, là. Je travaille 40 heures par semaine, là, puis j'ai passé la fin de semaine. Samedi, j'étais avec Luc, puis dimanche, j'étais avec toi, Sally. J'ai pas eu le temps de regarder c'est quoi les 30 organisations. J'ai pas encore fait cette recherche-là. Je vais le faire incessamment. J'ai regardé Ouais. rapidement, là, c'est souvent des organisations qui parlent pas mal de la condition féminine. Je pense qu'il y a des YMCA, des choses comme ça. OK. Ouais, c'est ce que je vois, au Québec, là, quelques-unes en exactement. Ontario. Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. SOS violence conjugale, qui justement, je voulais en parler d'SOS violence conjugale, parce que je trouve que c'est vraiment une cause qui est importante. C'est vrai que la violence conjugale, les féminicides prennent beaucoup de place. 14 féminicides l'année dernière au Québec. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais je pense qu'on ne s'adresse pas au vrai problème, là. Faut pas confondre le féminicide et les propriétaires légitimes d'armes à feu qui les ont légalement. Et voilà. On est tous contre les féminicides. Et voilà. Mais excuse-moi, non, Sophie, mais c'est ça, tout propriétaire légitime d'armes à feu est contre un féminicide. Je veux dire, tout être humain est normalement constitué, c'est inconcevable, là, je veux dire. Mais encore une fois, je reviens sur la première cause. Le premier moyen, pas la cause. Le moyen utilisé pour mettre fin au jour puis commettre des atrocités, c'est l'arme blanche. Ce n'est pas l'arme à feu possédée par un propriétaire légitime. Donc, oui, je comprends qu'on veut mettre en avant-plan la violence faite aux femmes. Mettre en avant la violence sous toutes ses formes. Mais elle n'est pas faite par des propriétaires légitimes d'armes à feu. Moi, si tu me permets une seconde, une chose que j'ai lue dans leur lettre qui m'a frappé, puis ça, encore une fois, ça vient parler de la déconnexion qu'il y a entre les gens qui promouvoient un contrôle des armes à feu et l'information qu'ils utilisent pour justifier leur position. Parce que dans leur lettre, ils utilisent des sources comme des recherches faites aux États-Unis qui parlent des fusillades de masse. Ils parlent des chargeurs à grande capacité. Donc, on n'a pas ça au Canada. On pourrait avoir une discussion séparée, là, à savoir est-ce qu'on... Et là, par grande capacité, on s'entend que l'on parle des chargeurs standards là, qui viennent avec, mettons, un 30 balles pour une carabine de style AR-15 ou avec un chargeur de 17 balles ou 22 balles, peu importe, dépendant du type d'arme de poing. Là. Donc, on parle... Ça, c'est ça qui veut dire par grande capacité, même si on pourrait
discuter de ça, mais encore une fois, chose qui n'est pas disponible au Canada. Et encore une fois, on accuse le lobby des armes à feu d'être instrumental à avoir fait tomber les amendements G4 et G46, et en disant que ces organisations, et là, on parle, évidemment, CCFR, NFA, CSSA, on parle peut-être même de l'opposition, les conservateurs ici, parce que ne sont pas le lobby, mais on dit toujours qu'ils sont vendus. Hein? Et ils accusent le lobby ces lobbies-là, des propriétaires d'armes à feu, parce que moi, j'aime pas ça dire que c'est des lobbies d'armes à feu, parce qu'il n'y a pas un magasin comme Remington, il n'y a pas un fabricant comme Remington ou autre là, qui donne de l'argent directement pour faire ça. Ils sont accusés de désinformation, mais la réalité, c'est qu'on l'a entendu à plusieurs places. L'information qui était dans G4, G46, on demandait à quelqu'un, pendant le CQ, justement, il demandait à un représentant de la GRC, est-ce que tel modèle d'arme à feu est sur la liste? Le gars de la GRC disait non. Puis là, il sortait la page, il disait c'est pas ici. Puis là, il se faisait ramener à l'ordre parce qu'il n'a pas le droit d'avoir un prop avec lui, dire, ben, il est ici dans la liste. Donc, qui fait vraiment la désinformation? Est-ce que c'est de la mésinformation? Il y a une différence entre les deux termes. Désinformation, ça laisse sous-entendre que c'est quelque chose qui est connu, mais qu'ils le font quand même pour essayer de mentir aux gens, ou est-ce qu'ils sont juste vraiment mal informés? Ça reste à découvrir, mais d'accuser le lobby des propriétaires d'armes à feu de faire de la désinformation parce que ils trouvent les problèmes dans les lois, puis ils les montrent à tous qui veut le voir, ben, je pense qu'il y a... Mais moi, je n'aime pas. Je pense que ce qu'ils n'aiment pas, c'est se faire mettre au visage que leur discours n'est pas pour la sécurité du public. Tu sais, si on prend justement la violence faite aux femmes, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre cet argent-là pour investir dans des maisons d'hébergement, dans des lignes d'aide, dans des ressources pour les femmes, justement, ou même des ressources pour les hommes? J'ai fait des recherches cet après-midi avant qu'on rentre en podcast pour voir qu'est-ce que j'aurais comme ressources, moi, en tant qu'homme, mettons, centre d'hébergement ou aide relativement rapidement au niveau de la santé mentale, des choses comme ça. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose, tu sais. Fait que, oui, comme on dit, la femme, on fait beaucoup de chemin, puis il y a encore de chemin à faire, mais encore là, aujourd'hui, tout ce qui est relation d'aide est disponible. Le red flag, le drapeau rouge, drapeau jaune, qu'on parle souvent, je veux dire, moi, en tant que femme, si j'avais un conjoint qui, en plus, serait armé, j'avais une crainte pour ma sécurité puis ma vie, mais je sais que j'ai des recours. Je veux dire, on n'a pas besoin de C21 parce que les autres, ils veulent introduire ça comme si on ça n'a pas n'existait besoin de pas déjà. C21. On n'a pas besoin de Ça existe C21. déjà, ces C'est mesures-là. sûr qu'une... Le numéro à appeler. Exact. Tu sais, il y a le SOS violence conjugale, je dis encore, 1-800-363-9010. Il y a toujours la ligne du RCMP, 431-7000. 1-800-731-4000. 731-4000, j'inverse des chiffres. Merci, ma dyslexie aujourd'hui. Et la première chose qu'ils te demandent, si c'est un appel pour un signalement d'arme à feu, je le sais, quand tu appelles faire une demande, c'est la première chose qu'ils te posent comme question quand tu appelles au Bureau des contrôleurs des armes à feu Québec, du Québec. Là, on a la loi 9 qui, confidentiellement, peut relever de ses obligations confidentielles l'intervenant social, médecin ou quoi que ce soit. Donc, on peut faire appel à ces gens-là. On peut faire appel à un proche aussi. Mais je pense que, particulièrement, la problématique n'est pas, puis là, je le lis, là, c'est écrit en caractère gras sur le site de ANFD, là, de définir et d'interdire une fois pour toutes les armes de style armes d'assaut. On n'est pas là. Encore une fois, sans définir. Sans définir, c'est quoi? D'assaut. Premièrement, assaut, c'est une action. C'est une action. C'est une action de faire un assaut sur quelqu'un. Fait que je peux faire un assaut avec une fourchette, les gars.
C'est drôle, hein? Pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, il y en avait des assauts avec des armes que je pense qu'eux autres ne considéraient pas des armes d'assaut. Mm. Mais ça, moi, je dis ça, je On dis rien. pourrait faire un débat là-dessus, mais pour en revenir à vraiment, tu sais, aujourd'hui, la journée de la femme, où est-ce qu'on décide de sortir publiquement ce genre de post-là, d'affirmation-là, que je trouve vraiment, écoutez, c'est vraiment tellement tiré par les cheveux. Je pense que les femmes, puis je vais faire une petite parenthèse sur ma vie personnelle, là. J'ai un passé comme tout le monde, là. J'ai 42 ans. J'ai vécu certaines choses dans ma vie, puis je pense pas avoir eu besoin à un moment donné d'une saisie au niveau des armes à feu. J'avais probablement plus besoin à ce moment-là d'un d'une ressource, d'un organisme qui était là à l'écoute de mes besoins, puis à l'écoute de ma situation pour m'aider, puis m'aiguiller, puis me diriger euh, vers la sortie, pour sortir cette emprise-là. Parce que quand on est dans une relation coercitive où est-ce qu'on a vraiment une emprise, malheureusement, on a le nez collé dans ça, puis on le voit pas nécessairement. Mais je vais vous dire bien franchement, peu importe, dans mon cas à moi, puis je vous dirais peut-être même dans le cas de 90% des femmes qui vivent la violence conjugale, peu importe le nombre de lois que vous allez établir, puis le nombre d'armes que vous allez saisir, ça ne changera rien au quotidien de ces femmes-là dans leur maison. Ça n'empêchera pas un féminicide d'un gars qui ça, il tente de l'étrangler puis qui est capable parce qu'il est physiquement Exact. plus musclé ou plus corpulent Puis puis il est capable de des fois, maîtriser. là, au niveau de la manipulation mentale, au niveau de la violence conjugale, psychologique, c'est tellement une emprise. Puis il faut faut avoir été capable de faire un pas de recul, puis de regarder ça, tu sais, comme si on était complètement détaché de cette situation-là pour voir à quel point, quand on est dedans, là, on le voit pas. C'est ça. Tout ça pour dire que on déroute, on détourne des fonds, on détourne l'objectif principal qui est la protection du public, la protection des femmes. Puis avec ce genre de message-là, qui est appuyé par Police se souvient, qui est un message, je vous dirais, là, de A à Z, complètement de désinformation. Je suis une femme, une tireuse sportive, une chasseuse. J'ai vécu de la violence conjugale de par le passé et je n'appuie en rien ce qui est écrit dans tout ça. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Merci, merci Sophie de partager avec tout le monde ça. Je pense que ça prend quand même pas mal de courage pour mettre ça devant, pas juste nous trois ici réunis, mais devant les 8 autres personnes qui vont écouter notre podcast, admettons. Mais c'est quand même là pour tout le monde qui voudra l'écouter dans un futur ultérieur. Là. C'est ça quand même. Puis c'est ce qui me fâche, genre. Puis c'est ce qui fait en sorte que je continue de mener le combat, puis de rencontrer les gens, puis de parler avec eux autres, puis d'essayer de faire comprendre que c'est pas ce genre d'action-là qui va vraiment aider la société, ni les femmes qui sont aux prises avec la violence conjugale, ni les hommes qui ont besoin d'aide et d'assistance à travers tout ça. Puis on a toute une question de santé mentale aussi qui est en arrière de ça. Fait que je vous dis, si vous voulez vraiment aider, je passe le message. Encore une fois, SOS violence conjugale, puis vous pouvez voir, là, ils ont co-signé cette lettre-là, avec laquelle j'en suis zéro d'accord, mais j'appuie quand même cet organisme-là. SOS violence conjugale, il y a des chandails qui sont en vente aussi sur les sites Internet là, c'est pas pour parce ramasser des fonds. qu'une organisation. Moi, excuse-moi, c'est pas parce qu'une organisation appuie une certaine mesure qu'on n'est pas d'accord que la La mission mission de de cette cette organisation-là n'est organisation-là pas n'est pas valide. noble, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. La seule chose, c'est que, point de vue des armes à feu, Oui. Là, on sont dans on le est champ. complètement hors sujet. Sur ce, changeons de sujet, parlons de quelque chose de plus positif. Oui. Ben écoute, tu as mentionné il y a peut-être une minute de ça environ, que tu sais, chasse, tir sportif, t'en fais. On a mentionné tantôt IPSC. Ouais. Tu es allé faire pas participer au match, mais tu es allé observer un match et jaser avec des Ouais. gens. Il y a probablement plusieurs personnes ici qui savent. Nous trois, on sait c'est quoi, évidemment, mais peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas c'est quoi. Luc, tu portes un beau chandail. Je sais que tu fais beaucoup d'IPSC. J'en fais avec toi souvent.
Mais je vais te laisser prendre la parole parce que, tu sais, là, aujourd'hui, on a parlé des sujets plus touchés. Mais ça, l'IPSC, je sais que c'est quelque chose là, que tu maîtrises très, très bien. Fait que, peux-tu, en gros, nous résumer c'est quoi l'IPSC pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, puis nous donner un petit briefing là-dessus, si on veut. Pour faire ça court, OK? Parce que oui, on pourrait en faire une émission complète, puis je pourrais en jaser sans aucun problème, parce que l'IPSC, comme n'importe quoi de tir sportif, tu le fais par passion. Comme Sophie a pu voir, comme tu as pu voir aussi, quand on va dans des journées de compétition, oui, c'est des journées qu'on s'en va s'amuser. On ne veut pas finir dernier. On veut toujours, c'est comme performer, se donner. C'est quand même une compétition individuelle. C'est un travail qu'on fait contre nous-mêmes pour s'améliorer, mais dans un environnement, comme vous avez pu le remarquer, qui est très agréable. Vraiment. Très sympathique, qui a de l'entraide, OK, et qu'il n'y a aucune violence, même verbale, OK, qui est tolérée. C'est vraiment comme arriver dans une petite famille, puis on a du fun, même si on ne connaît pas personne. Je pense que Sophie, tu as bien vécu l'expérience Vraiment. d'arriver sans connaître personne, puis de voir comment tu as été reçu, les explications, le monde qui sont passionnés, qui prennent le temps de t'expliquer. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, je vais l'expliquer un petit peu. L'IPSC, c'est carrément, c'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est du tir dynamique. C'est du tir en mouvement. Il y a plusieurs disciplines en IPSC. Qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? C'était une discipline IPSC à l'arme de poing. Fait qu'il y a beaucoup, on peut avoir plusieurs disciplines, mais nous, comme habituellement, quand on va parler de tir sportif IPSC, à 80%, c'est des armes de poing. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va se promener avec une arme à l'étui, OK? Et c'est sûr que rendu là, pour se promener avec une arme à l'étui dans un club de tir, il faut avoir en partant des accréditations de sécurité. Parce que on parle d'armes à feu. Additionnel, là. Oh oui, additionnel, on ne parle pas juste du restreint, là, non, c'est pas, permis de possession, c'est d'acquisition, pas restreint. optionnel, c'est obligatoire. On doit suivre ce qu'on appelle un black badge. C'est une formation de sécurité de 2 jours. Qui va avoir du théorique, du pratique, tout ça. Et si moindrement l'instructeur a un doute que vous n'êtes pas sécuritaire et que vous ne le serez pas, ben vous ne passez pas la qualification. C'est aussi simple que ça. OK? C'est sévère. C'est très, 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 très sévère. Et le but de ça, quand on fait des compétitions, on a les officiels de tir, eux autres qui sont spécialement formés, parce que c'est pas des officiels de tir normaux, c'est vraiment des officiels de tir dynamiques, OK? Et qui ont reçu un cours de sécurité pour pouvoir permettre le tir en déplacement. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que justement, on a un parcours qui, normalement, le parcours va nous permettre de tirer jusqu'à un maximum de 32 cartouches. OK? Ça, c'est comme le stage est conçu pour 32. Ça se peut que des fois, au début, quand on est un petit peu moins bon, qu'on en tire 40, 50, 60, ou qu'on en manque et qu'on finit pas notre parcours. Ça arrive dans les débuts. OK? Mais quand ils vont vous dire, exemple, vous avez un minimum de 32 cartouches à tirer, il faut y avoir 32 balles qui vont partir. Ben ça, c'est le minimum si vous engagez toutes et on fait le parcours parfait. Ensuite, on va faire le parcours en se déplaçant latéralement, de gauche à droite, et selon toujours certaines règles, les règlements et les clubs de tir, on peut des fois avancer et des fois on peut reculer. C'est propre à chaque règlement de sécurité du club de tir. OK? C'est pas tous les clubs de tir qui sont comme ça. Mais je vous dis, regarde, c'est comme il y a beaucoup de variantes. Là, en fin de semaine, tu ne pouvais pas reculer, de ce que j'ai compris. Nous, où Fait est-ce qu'il qu'on fallait tirait? vraiment, tu calcules,
où est-ce que tu t'en allais parce que il Un t'arrange pas il de reculons. t'arrange ça pour que, hein? Mm. C'est Je ça. te confirme que moi, dans la dernière compétition que j'ai faite, ça m'est arrivé 2 stages sur 4, si je ne me trompe pas, c'était ça, 4 stages qu'on avait fait. Exactement. Sur 2 stages, je suis passé tout droit devant quelques cibles. Et là, too bad, t'oublies ça, tu peux pas reculer. C'est ça. Parce que il y a le terme, je vais juste, si tu me permets, là, je vais t'amener le terme disqualification, c'est quoi? On dit ça souvent, on passe au Dairy Queen. C'est pas parce qu'on veut de la crème glacée, mais c'est disqualifié. Ça veut dire que tu as fait quelque chose sur le moment. Et C'est voilà. peut-être une petite affaire et que c'était pas dans les règles de sécurité. Ça s'arrête là, c'est fini pour toi, Déjà, la compétition. à ce club-là de tir spécifiquement, ils le disent, c'est un règlement comme du contrôleur des armes à feu OK. que tu peux avancer, mais tu n'as pas le droit de reculer. Fait que aussitôt que tu fais comme, oh, j'ai passé tout droit, je J'ai passé recule, go, je réclame pas mon 200. ben, tout simplement, l'officiel de tir va t'arrêter et te disqualifie parce que tu as outrepassé les règlements de sécurité. Ton arme était toujours pointée vers l'avant, mais le règlement de sécurité dit très clairement, tu n'as pas le droit de reculer à cet endroit-ci. À d'autres places, c'est différent. Mais là, c'est comme ça. Mais moi, ce Fait que j'ai que trouvé chaque club cool, de là, tir peut avoir ses règlements spécifiques au tir sportif. ce que j'ai trouvé cool là-dedans, c'est que vraiment tout le monde observe les règlements, mais qu'on dirait que ces règlements-là ne sont pas contraignants pour personne. On est tous là pour Mais s'amuser quand on fait des Puis c'est ça. compétitions. Puis les Puis, gens, tu mais, vois tellement leur amusement. Tu sais, oui, il y a le côté compétition. Moi, j'ai jamais vu ça, un compétiteur donner ses trucs à un autre compétiteur, mais au IPSC, j'ai vu ça. OK? mhm. Dire, hey, toi, tu le ferais-tu comme ça? Toi, tu le ferais comme. Puis de voir même les instructeurs, tu sais, je posais des questions, puis de venir me voir, puis de m'en donner plus. Euh, C'était vraiment. Puis, puis, tu sais, vraiment, les personnalités, t'avais deux femmes qui commençaient, justement, quand je suis allée, là, qui étaient vraiment à leur premier match, et là, ils étaient dans leur premier carton jaune que tu m'expliquais, là, tes 2 premiers matchs. Tu y vas vraiment easy, exactement. là. Après avoir fait ta qualification de Black Batch, tu dois faire 2 matchs de probation qu'on va appeler le carton jaune. Le carton jaune, c'est-à-dire que quand tu réussis sans disqualification, le directeur de match va signer et ça te prend 2 matchs consécutifs pour passer ta probation et avoir le droit d'être un membre en règle Black Batch et que tu dois renouveler à chaque année. Mais, tu sais, Luc, Et j'ai ça, vu les différences. juste pour Oui, vas-y enchérir, donc, ça dit. oui, juste pour enchérir, on parlait de disqualification tantôt, mais pour renchérir sur le côté sécurité, faut pas juste que tu en fasses 2. C'est que si tu en fais un, puis que l'autre, ou soit le premier ou le deuxième, t'es disqualifié, c'est pas qu'il faut que tu en fasses 2 autres. C'est que tu Tu refais le refais le cours cours. Tu au dois complet les recommencer 2 jours. effectivement la formation Donc, complète pratique. Souvent, si tu as été disqualifié, par exemple, dans ton premier ou deuxième match, OK, tu ne feras pas nécessairement tous les examens pratiques parce que tu as les examens théoriques parce que tu as déjà Tu vas réussi. Mais recommencer tu tes vas matchs. devoir recommencer ta formation pratique Pratique. au complet. OK. Exactement. puis il va falloir que tu vas falloir tes 2 matchs de carton jaune, il Puis va tu falloir que tu les recommences fasses. encore 2 matchs de probation. Mais, Exactement. tu sais, de voir ces femmes-là encouragées. Premièrement, il y avait la gang en arrière d'eux autres qui ne sont même pas dans leur équipe, là. Ils sont en arrière, puis là, ils leur donnent leur truc, puis leur. Puis de voir leur calme partir. Puis on voit la différence là, avec un compétiteur comme Luc qui a plus d'expérience. À part tranquillement, paf, 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 tranquillement. Puis tu as Luc après ça qui part. T'attends, 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 t'attends. Mais de voir qu'on est capable, finalement, on va dire, d'être tous au même niveau, il n'y a pas grand sport qui peut se permettre Non, parce que de dire ça. le but de ce sport-là, OK, comment que ça fonctionne, le pointage, c'est que le premier, le plus rapide, parce que c'est toujours un. Tu sais, qu'est-ce qu'on va appeler, là, c'est comme le IPSC est basé toujours sur
la rapidité, mais aussi où est-ce que tu vas tirer. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, t'as beau tirer vite, mais si tu sais n'importe où, ça vaut pas grand-chose, OK? Donc, toi, c'est que tu veux toujours aller chercher le maximum de pointage dans une cible, OK? En étant le plus rapidement possible. Et c'est comme un qui divise l'autre qui va te donner, c'est comme un certain temps, un certain pointage qui va te donner, c'est comme un pourcentage là, comme un facteur qui s'appelle en anglais un hit factor. OK? Et là, la personne qui est le plus rapide et qui a le plus de points, puis tout ça, qui a le plus gros, lui, c'est comme, il est premier en haut. OK? Et toi, ton but, c'est de toujours essayer, exemple, de dire, ben moi, j'arrive toujours à 80% du meilleur. Mais là, cette année, je vais essayer d'arriver peut-être à 82, 84, 85% du meilleur. OK? Parce que des fois, le meilleur, tu fais comme, wow, je pensais que j'étais vite. Mais quand tu vois le meilleur, tu fais comme, moi, lui, il est vite. Mais il y a place à l'amélioration. Fait que mon but, est-ce que c'est d'être un jour le meilleur? Peut-être. Mais peut-être juste le fait d'aller me chercher comme, en m'améliorant, à chercher comme un 80, 82, 84, je fais une grosse amélioration. Et c'est comme ça que, comme je dis, on s'améliore, on se bat contre nous-mêmes dans ce genre de compétition-là. C'est ce que j'ai vu. Je te dirais, c'est mon point de comparaison tout le temps, moi, ce que je fais. C'est l'année passée, j'ai réussi à faire tel score. Cette année, je fais tel score. Est-ce que je suis consistant dans mes scores? Exact. Y a-t-il une raison pourquoi j'ai pas été consistant? Parce que, tu sais, c'est certain que l'avantage aussi de l'IPSC, c'est que oui, tu compétitionnes contre tout le monde. Tu sais, tout le monde qui est dans certaines divisions va compétitionner comme tout le monde. Tu peux être avec le gars qui est le meilleur au Québec, qui lui va tirer du 100% tout le temps, il va toujours arriver premier, comme tu disais, Luc. Puis toi, tu arrives en bas, tu as 50% de ses points. C'est pas parce que tu pas aussi bon, c'est juste que lui, il a compétitionné dans ce tournoi-là. Fait que toi, normalement, tu serais peut-être deuxième ou troisième. Tu es peut-être encore deuxième ou troisième, mais il a fait tellement plus rapidement que toi que ton pointage n'arrive pas au même niveau. Puis qu'est-ce qu'il faut informer aussi le monde, c'est que c'est pas toujours que, oui, on s'en va tirer, exemple, en IPSC, mais en IPSC, on a beaucoup de catégories. Fait que, mais pour il y a en des revenir, catégories qui vont tirer avec des armes, mettons, des armes qu'on va appeler de production, jusqu'à des armes complètement modifiées qui se trouvent être la catégorie open. Et il y a plusieurs catégories entre les deux. Là. Fait qu'on peut tirer dans une et même plusieurs catégories selon qu'est-ce qu'on veut faire. mais si On je veux n'est pas commencer, limité à là, une. Là. moi, Luc, là, aujourd'hui, là, j'aimerais ça d'en faire. Je t'y veux aller en fin de semaine, là. J'ai trippé bien raide, là. Mais il y a un gel, ces armes de poing. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un 9 mm en partant. OK. Et là, Mais j'en ai pas. avec ce qui s'est passé, le gel des armes de poing, oui, ça met un petit frein. OK. On se le cachera pas, là. Est-ce que les cours, ils ont baissé? Est-ce que les cours sont encore disponibles? Y a-t-il encore possibilité de faire quelque chose? Il y a toujours des cours, OK? Il n'y en a pas des tonnes, mais il n'y en avait pas des tonnes avant non plus. Fait qu'au niveau des cours, ça n'a pas changé, OK? Les cours sont toujours disponibles. C'est pas un problème. Fait qu'on veut prendre un cours de Black Badge au Québec. Il y en a 4, 5, 6 par année. Tout dépendant de votre région, On on va va voir sur le le site site d'IPSC Québec. Exactement. Et à partir de là, on peut voir les événements ainsi que les cours et les emplacements qui vont se donner. Fait que, on suit ce cours-là. Parfait. C'est sûr que si on arrive jusqu'à oui, mais moi, je vais le faire, puis j'ai pas d'armes. Ouais, en plus. OK? Parce que là, tu peux vouloir faire du PSC et tu fais pas d'armes. Tu sais, quand tu n'as pas d'armes. Il y a quand même certaines possibilités d'emprunter une arme restreinte. OK? Il y en a qui vont dire oui, non, tu fais pas juste comme la prendre puis tu t'en vas. Il y a certaines paperasses à faire, mais ça, on pourra en parler On pourrait valider éventuellement. ça C'est un sujet, éventuellement. quand même Super. assez complexe, là. C'est un processus assez complexe, mais qui se fait très, très bien, OK? Et qui se fait régulièrement, OK? Qui nous amène à se demander, ben, tu peux plus l'acheter, mais tu peux les emprunter. Au bout de la ligne, ça vaut quoi, cette loi-là qui ont passé? Mais, puis dans le fond, là, Luc, là, si je me trompe pas, parce que, tu sais,
on va s'en aller là, vers la conclusion de notre rencontre de ce soir, mais mettons que moi, je veux faire de la compétition comme Madame Kieko qui est passée au CQ cette semaine. Mhm. Je veux dire, la base de ça serait pas de commencer par du, tu sais. Fait que comment je fais pour devenir une athlète olympique si je peux même pas me pratiquer à devenir une athlète olympique ou à former la OK. relève? Ben, exactement. C'est un C'est comme un point. petit peu là, qu'on avait vu dans les réseaux sociaux qui disait comment que tu peux devenir un joueur professionnel de soccer si ils te fournissent pas de ballon. T'as pas accès à un ballon. C'est On même va pas ça. jamais, C'est que ils comment vont est-ce dire. que tu peux. C'est ça. C'est comment est-ce que tu peux devenir un joueur professionnel de soccer s'il n'y a plus de ligue novice, bantam, tout ça, parce que Exact. Il faut il n'y a commencer à plus de quelque ballon. part. C'est ça. Fait que, Tu tu sais, sais, comme de naissance, tu deviens pas un professionnel de soccer. Mais non. Tu vas le devenir à force de pratiquer. moi, ça m'a pris plusieurs années à aller chercher mon Black Badge. Non parce que j'ai eu de la difficulté à trouver un cours. Une fois que j'ai décidé de trouver un cours, ça a été, comme tu disais, Luc, les places sont limitées. Il a fallu faire un petit peu de recherche. Mais avant de me lancer dans ce genre de compétition-là, ça m'a pris quelques années à aller faire du tir statique, là, tirer ma feuille au club de tir avec mon arme de poing, me familiariser avec, perfectionner mon tir pour être sûr que, mettons, à 3 mètres, 7 mètres, 10 mètres, j'étais capable de frapper la feuille. Comme tu as dit, c'est le score au pointage de la cible que tu réussis à frapper et le temps que ça t'a pris pour faire ton parcours. Donc, si tu n'es même pas capable de toucher la feuille correctement ou d'être consistant dans la manière que tu touches ta feuille à 5 mètres, ben, c'est bien beau que tu fais des compétitions, mais tu vas partir de tellement loin. Puis il y a tellement un investissement quand même à Ouais. faire. Là, je veux pas, oui, il y a l'arme à Il feu, y a mais il y a tout, l'investissement de la temps et ceinture. d'argent. Il y a, Exact, exact. c'est ça. Puis les matchs, c'est pas toujours à côté de chez toi. Là. Des fois, ça prend 1 heure, 2 heures de route à aller faire les matchs. Faut faire du bénévolat aussi. C'est pas obligatoire, mais souvent, Ça aide. c'est hautement C'est recommandé. apprécié. Puis comme je dis, là, on a Exactement. parlé d'IPSC, mais je ne vais pas parler qu'est-ce qu'on va appeler des matchs, des Les multisarmes, tree guns. les fameux tree guns, comment comme aller faire des tree guns en Ontario, comment aller faire des tree guns aux On États-Unis. reviendra Parce que là-dessus, Luc. On se il y a prendra vraiment un beaucoup. podcast là, où est-ce qu'on va démystifier, puis on ira chercher peut-être là, des gens qui sont plus spécialisés là, vraiment dans l'épicentre du IPSC pour venir en discuter avec nous, là, puis leur poser tout Mais plein de questions. Et une pour chose, revenir à une chose, là, comme je dis, il n'y a pas de truc en IPSC. Tu sais, dans le sens que oui, tu peux avoir du coaching, mais c'est pratiqué. Mm. Tu sais, puis quand je l'ai dit, moi au début, là, ma première année, quand je leur ai dit, ils m'ont dit, ah, là, tu pratiques. Oui, il dit, j'en ai tiré environ 20 000 la première année. Et c'est comme, ça n'a même pas de sens. Mais oui, j'étais toutes les semaines, des fois même 2 fois par semaine, puis ça coûte 200, 300, 400, 500 par jour. Puis c'est comme, ben oui, mais c'est comme ça que j'ai apprivoisé une arme, puis que je suis devenu comme vraiment meilleur. Et ensuite, ben là, j'ai décidé de me lancer beaucoup plus, de m'investir beaucoup plus dans ce sport-là, parce que moi, j'aime ça, je trouve ça relaxant. Ben, on C'est en rare que tu vas discutera relaxer dans un justement, sport, là. on reviendra là-dessus, Luc, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, bon, comment accéder à ça, comment ça se développe, mais aussi, je vous dirais peut-être un petit peu plus la technicalité, l'arme, l'optique, les munitions. Tu sais, on va y en venir tranquillement, pas vite, là, ouais, avec tout le ça, sujet parce de que l'IPSC, l'IPSC, ça englobe vraiment tout ça, l'arme, l'optique, Beaucoup. le rechargement et tout ça. Fait que j'aimerais ça qu'on en revienne parce que je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais là, avec ce qui arrive au point de vue des lois canadiennes, il y a beaucoup de gens qui se sont freinés. Puis ben, le petit peu de temps qui nous reste, s'il en reste, puis tout à coup qu'on gagne, ben on va vivre avec ça. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, avoir plus d'informations. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui aimeraient ça avoir plus Ça, d'informations ça, là-dessus. c'est ça. c'est une chose, regarde, comme dit que moi, je dis, il y a beaucoup de monde
ça n'a peut-être pas rapport à l'IPSC, mais regarde, j'arrive avec cette idée-là. Il y a beaucoup de monde qui disent oui, mais ça sert à quoi d'aller faire mon cours d'armes restreintes? OK? On parle de cours d'armes restreintes. Et justement, si un jour tu veux être tireur sportif, OK, va chercher ton permis tout de suite. OK? Parce que le temps de faire tes cours, demander ton permis, ça va te prendre 1 an. Facile. Ouais. Mais qu'est-ce qui va arriver dans 1 an? On sait On ne pas. sait pas. Des coups, là, que tout ça tombe, puis comme, OK, on peut se réacheter, tu sais, le handgun freeze, tout ça, Mhm. ça tombe à l'eau, et comme, OK, ça n'avait aucune plus-value, regarde, ça n'a rien fait, fait que là, ben, on peut en acheter de nouveau. Là, tu fais comme, oh ouais, mais J'ai j'aurais dû prendre passé mon à permis, il y a côté. 1 an, là. Ouais. Là, c'est comme, je suis en train encore de manquer le bateau. Fait que ceux qui nous écoutent, puis qui hésitent à aller chercher leur permis d'armes restreintes, allez-y, Puis attendez je pas. tiens à informer aussi, là, il y a eu des petits messages qui sont passés sur les réseaux sociaux, là, comme quoi là, que le RCMP octroyait plus là, des permis à autorisation restreinte. C'est complètement faux. Là. Non, c'est Allez les complètement faux. chercher. Allez chercher votre chercher vos permis. faites-le. Là. Les permis sont Ce qui- encore octroyés. Il y a encore, tout est encore en vigueur. Là. Je veux dire, il n'y a rien. Et on C'est s'entend, aussi là, long les permis, qu'avant. C'est aussi long qu'avant. Qui me dit, si on est chanceux, ça peut prendre 6 mois. Mhm. Quand ça a bien été, là, entre le temps que tu envoies ta demande et que tu reçois ton permis, si comme tu es bien aligné, tu as bien fait ta demande, très clair, tout ça, 6 mois. Surtout que maintenant, une demande peut être maintenant faite en ligne. C'est Ouais. complètement nouveau. Pour ta première demande, est-ce que ça va réduire un petit peu les temps d'attente? Probablement. Mais comme je vous dis, quand ça l'accroche, par contre, ça va prendre 10 mois, 1 an, jusqu'à 18 mois. Fait que, tout dépendant comment que ça a été, c'est pour ça que si on hésite, on n'est pas sûr, permis restreint ou pas, Allez-y. faites-les. C'est le temps. Deux petits commentaires rapides. Premièrement, IPSC, on n'a pas dit c'est quoi l'acronyme, mais le I dans IPSC, c'est pour International. Fait que c'est pas une question Canada-États-Unis, OK? Pas juste États-Unis. Il y en a au Brésil, il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a partout. Avec Je pense ton que Black la Badge. compétition internationale l'année passée était en Thaïlande. On a eu des tireurs du Québec en passant, que des équipes Oui. du Québec qui ont été là-bas. Dernièrement, il y a une compétition comme nationale aux États-Unis en Floride. On avait des compétiteurs justement du Québec qui nous représentaient en Floride. Fait que on a du monde du Québec, là, du Canada, Oui. qui parce que je connais un petit peu plus là, comme ceux qui tirent au Québec parce qu'on les voit dans les événements, mais on les voit à l'international, ces personnes-là. Puis des fois, aller là-bas, là, ils ne sont pas commandités, là. Non. Des fois, ça peut te coûter 10 000 de tes poches, là, Ah, c'est pas plus. aller tirer là-bas. Puis c'est toi qui te le paye personnellement, là. Absolument. Mais je voulais le mentionner parce que c'est pas une question purement nord-américaine avec le Canada et les États-Unis. C'est vraiment une association mondiale. Ton Black Badge est bon partout dans le monde. C'est une organisation internationale, l'IPSC. Et mon Black Badge, le Black Badge à Luc, on s'en va faire. Si on est capable, puis on doit se le payer, faire une compétition, puis il y a assez de place pour nous autres, notre badge est valide partout au monde pour le faire. Donc, c'est pas olympique, on s'entend. C'est pour ça que, tu sais, pour présentement, la l'instant, loi... ça ne l'est pas. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais le C21 empêche ça, d'aller chercher un renouvellement du membership. Il empêche la relève aussi au niveau de notre sport olympique. C'est ça. Et le deuxième point que je voulais soulever, et là, on parlait des permis des permis restreints, c'est que oui, les permis restreints, c'est pour les armes de poing, mais ça compte aussi pour les carabines qui sont en dessous d'une certaine dimension. Donc, si jamais vous entendez ça, il n'y a plus d'arme de poing, tu n'as plus besoin d'un permis restreint, c'est pas vrai, parce que certaines carabines, s'ils ont un canon plus court, une longueur totale plus courte qu'une certaine longueur, automatiquement, ils tombent dans la catégorie restreinte. On rouvre vite la technicalité, là. Si tu es en bas de 4 pouces et 1,8, tu es un prohibé, donc ça te prend plus que 4 pouces et 1,8. Mais si tu es en bas de 18 pouces et demi, tu tombes restreint. Tu es restreint. Fait que si tu as une arme entre 4 pouces et 1,8 et 18 pouces et demi, ben, c'est une arme considérée restreinte. Fait qu'il y a beaucoup d'armes qui rentrent là-dedans. Là. C'est une carabine,
que tu peux changer le canon, puis tu achètes un canon. Puis il y en a des armes à feu là, qu'ils prennent un canon d'AR-15, que les pièces d'AR-15 ne sont pas 100% bannies. Là. Donc, tu prends ton canon d'AR-15 de 10 pouces et demi, tu la mets sur une carabine qui était non restreinte, bien là, ça devient techniquement une arme restreinte. Exactement. Donc les permis restreints ont encore leur place. Le monde, c'est pas qu'ils pensent qu'une arme restreinte, c'est une arme de poing. Une arme de poing, c'est une arme de poing. Une arme restreinte, c'est une autre chose. Fait que, oui, les armes de poing sont restreintes, mais les armes restreintes, ça inclut beaucoup plus que... Non, c'est ça, exact. Les gens, souvent, vont associer le permis restreint à arme de poing, mais c'est beaucoup plus large que ça. Oui. On terminait avec quoi, Sadi, ce soir? Ben, moi, je voulais, j'ai mentionné un petit peu plus tôt, puis tu as ramené la personne, au CQ48, Madame Linda Keiko, qui est une tireuse sportive, excusez-moi, tireuse sportive, je ne sais pas. Tireuse. Tireuse, on va dire ça, tireuse sportive, olympique. Donc, c'est une personne reconnue. Elle a passé là, à la CBC. C'est vraiment une personnalité. Et elle est allée parler devant plusieurs députés fédéraux là, concernant la loi C-21. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast, on a trouvé l'extrait avec la traductrice qui parle en français directement sur le site du gouvernement. Fait qu'on va vous faire jouer ça dans quelques instants. En fait, c'est l'introduction de Mme Keiko. Oui, c'est vrai. De son premier témoignage. Puis, regardez-la comme ça. Moi, je vais vous inviter, si vous êtes capable de comprendre l'anglais, d'aller revoir ça. Vous pouvez le trouver sur YouTube directement, là, sans passer par le 2 heures du meeting au complet. Là. Mais si vous voulez le retrouver en anglais, vous comprenez l'anglais, ça vaut la peine parce que la traductrice, évidemment, ne traduit pas l'émotion que la personne a dans sa voix. Et on peut le voir dans sa face quand elle parle, les yeux un petit peu... moyen, puis le trémolo dans la voix, puis à un moment donné, les mots qui coupent, puis... tu sais, moi, je l'ai écouté en live, puis je vous l'ai dit tantôt, là, avant de rentrer dans le podcast, les gars, je l'ai écouté en live, puis j'ai vraiment ressenti, là, son émotion, puis c'est avec le cœur gros, là, que j'ai écouté ce qu'elle a livré comme témoignage, puis c'était pas juste... Puis dans le fond, là, c'est pratiquement la seule athlète olympique qu'on a, là, au niveau du tir sportif au Canada. Cette femme-là n'a pas parlé pour elle aujourd'hui. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que cette femme-là a parlé pour toute la relève en tir sportif, pour tous les tireurs sportifs, pour tous les propriétaires légitimes d'armes à feu. Parce que madame n'avait rien de plus ou de moins à retirer point de vue bénéfice. Elle l'a fait parce que point de vue justice, ça ne fait aucun sens et on va effacer complètement des athlètes olympiques, le Canada, au niveau du tir sportif. Sur ce, on l'écoute. Comme Sophie a dit, c'est son introduction pour, dans le fond, à chaque fois qu'on s'en va devant le CQ, il y a une petite période d'introduction. Chaque personne a un petit 5 minutes environ pour se présenter, pour parler des enjeux qu'elle veut amener à la table de discussion. Donc, on l'écoute. Ensuite, commentaires de nos panélistes ici présents. Et après ça, on va conclure le podcast. On voulait garder ça pour la fin, finir là, sur quelque chose d'important qui se passe. Donc, voici la vidéo. Merci beaucoup. Je m'appelle Linda Keiko et je suis une Olympienne dans le tir sportif. Je suis aussi la représentante d'une association qui fait la promotion de mon sport et je viens d'une famille de tireurs olympiques. Mon père et ma sœur étaient des Olympiens aussi. Je suis très reconnaissante d'avoir l'occasion de me prononcer aujourd'hui, mais je suis aussi très fâchée et je suis triste. Je suis fâchée qu'on dépense les fonds des contribuables sur quelque chose qui ne va pas accroître la sécurité publique et je suis fâchée que même si je suis la loi change et cela me touche personnellement et touche des personnes comme moi. Je suis extrêmement fière de représenter mon pays sur la scène internationale. C'est le cas des autres athlètes et je suis vraiment triste de voir que, en raison du C-71 et du décret, je ne pourrai pas représenter le Canada sur la scène internationale. Les athlètes ne pourront pas faire de compétition parce qu'ils n'auront pas accès aux armes à feu.
Je suis vraiment fâchée de voir que ce gouvernement ne se préoccupe pas du tout de la sécurité, car s'il se préoccupait véritablement de la sécurité, s'il y avait véritablement des efforts faits pour accroître la sécurité publique, à ce moment-là, je ne serais pas ici comme témoin aujourd'hui, en raison des mesures que vous avez mises en œuvre. Et si vous aviez vraiment à cœur la sécurité publique, les mesures ne me toucheraient pas en tant que propriétaire d'armes à feu légitimes. Vos mesures et tout ce qui a été proposé dans le C-21 et dans les amendements retirés n'ont amélioré la sécurité publique. Les criminels agissent de manière criminelle et en dépit de tout ce que la loi dira, les criminels vont continuer à faire ce qu'ils font. Au lieu de réduire le crime, vos décrets, vos interdictions d'armes de poing et cela fait que vous avez augmenté tout le travail et la paperasse que je dois faire pour représenter le Canada sur la scène mondiale. Je dois payer le gouvernement pour le privilège de revenir au Canada avec mes armes. C'est ma propriété. Toutes les paperasseries supplémentaires ne font pas en sorte que mes enfants sont plus en sécurité qu'avant que vous ayez établi vos mesures. Il s'agit d'une perte de mes fonds de contribuables. Au lieu de me préparer à compétitionner contre mes pairs en Ukraine, en Grèce, en Corée du Sud, en France et dans d'autres pays, à la place de tout cela, je suis en train de faire de la paperasserie pour ne pas me faire arrêter et pour ne pas qu'on confisque mes armes quand je reviens. Ces mesures enlèvent toute capacité que j'ai de chasser, quelque chose que mon père faisait, quelque chose de très canadien. C'est une tradition canadienne. J'ai besoin d'avoir mon airball, je dois prendre un cours et je dois détailler où je vais chasser. Et de refuser les armes semi-automatiques empêche cette occasion. Presque tous les chasseurs utilisent les semi-automatiques qui ont la même capacité de chargeur que ce que j'utilise dans les Olympiques. Cela fait en sorte que nous sommes en fait plus sécuritaires que la plupart de la population quand on utilise des armes à feu parce que je suis une propriétaire d'un permis de possession et d'acquisition. J'ai des petits-enfants. Pour moi, la sécurité des armes à feu, c'est très important. Mes armes à feu ne sont pas une menace publique. Je ne suis pas une menace du public, ni ne le sont mes amis. Les mesures prises par ce gouvernement vont détruire le tir sportif et compétitif au Canada et cela touche beaucoup plus que les gens qui iront aux Olympiques. Ça va détruire notre culture et notre possibilité d'aider nos familles. En tant que Canadiens, nous sommes toujours fiers de voir des Canadiens sur la scène internationale dans les événements sportifs. Mais là, on retire un outil, ça ne diminue pas la violence. Mon outil de chasse ne représente pas une menace pour la sécurité publique. Merci. Des commentaires? Honnêtement, tout est dit. Tu peux pas avoir un plus beau message que ça. Comme je dis, regarde, on ne ressent pas l'émotion parce que c'est traduit, mais on pouvait très, très bien voir, c'est comme son non-verbal parler. C'était très, très, très évident qu'il y avait beaucoup d'émotions. C'est comme dans son discours. Puis, être à sa place, j'aurais fait exactement le même discours. Tout est dit. Sensiblement couvert tous les points, la chasse, le tir sportif, le tir olympique. On parle des impacts que ça a sur la sécurité publique, ou plutôt le manque d'impact, le gaspillage de fonds. On touche à tous les points qui ont été soulevés par la communauté de tireurs sportifs et de chasseurs qui ne cesse de dire au gouvernement que les actions qui sont prises par les différentes lois, notamment le décret de mai 2020, C-71, C-21, n'ont aucun impact sur la sécurité publique. Pour faire, j'ai trouvé ça drôle, elle a dit un petit peu, je pense, vers le début, elle a dit exactement la même chose que toi, Sophie, dans un podcast précédent. Les criminels, c'est un criminel, ils vont pas suivre les lois. Je pense que tu l'as dit exactement de la même façon. Fait que je trouvais ça drôle, malheureusement. Je l'ai pas briefé, je vous confirme, dit. on s'est pas parlé, elle et moi, là, avant son témoignage. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas juste trois bozos ici sur le podcast. On parle ici d'une personne qui est une tireuse olympique. On n'arrête pas de les élever, ou du moins le gouvernement fédéral les élève sur un pédestal en disant eux autres, c'est les meilleurs du Canada, on devrait les écouter.
Et là, on n'écoute pas les policiers, on n'écoute pas les chasseurs, on n'écoute pas les tireurs sportifs, et elle, on ne l'écoutera Non probablement plus. pas. C'est malheureux à dire, mais les libéraux ont déjà pris une décision, si on veut, là-dessus. On a déjà dit les amendements G46, G4. On va probablement les revoir en version 2.0. Et malheureusement, les personnes qui sont affectées, c'est vous et moi qui avons des permis de possession et d'acquisition. C'est pas Ouais. les criminels. Un point que je veux apporter, on va revenir comme bien dit sur le CQ. Tu sais, à un moment donné, là, c'est un beau show de clown. Tu sais, regarde, moi, je vois ça de même, là, OK? Parce que ils font venir des experts, ils font venir tout. Mais au bout de la ligne, là, ils ont déjà l'idée. C'est juste, regarde, on va les écouter, comme tu dis, On pour va bien bien paraître. paraître. Là, on a Mm. déjà notre plan de match. On se fout Exact. de ce que vous allez dire. On le sait, regarde, que vous amenez des faits, que c'est vrai, que nous autres, on vous barouette plein de mensonges, mais on va le faire pareil. Ça les C'est importe ça peu. qu'à un moment donné qui est fatigant là-dedans, là. Puis qu'on voudrait juste, à un moment donné, regarde, on peut-il être pris au sérieux? Tu sais, oui, on est sérieux, on amène des faits, on est très sécuritaire, mais ils font rien, ils se foutent complètement de nous autres. Ils ont un agenda politique à rentrer et regarde, c'est comme, on va le faire d'une façon ou d'une autre, peu importe, regarde, le moyen qu'on va trouver, ben on va vous le faire passer. Puis c'est juste dommage, parce que là, on voit plein de personnes bien intentionnées, on peut voir l'émotion, tout ça, comment ils vont détruire le sport, Ouais. détruire les familles, détruire les prochaines générations, puis qu'au bout de la Tu sais, le ligne, tir sportif, ça ne là, réglera jamais le problème des criminels. le tir sportif, la chasse, là, c'est un mode de vie. Tu sais, je sais pas pour vous autres, les gars, là, puis d'après moi, là, je m'imagine un peu comment ça se passe chez vous. Ça doit se passer un peu comme ça se passe chez nous. Mais tu sais, on planifie notre hiver en conséquence de notre été de tir. On planifie nos achats en conséquence de nos compétitions. On planifie nos automnes en lien avec la chasse. Je veux dire, nos vies tournent toujours, ou presque toujours, autour de ça. Mhm. Ah, ouais, je peux pas Exact. dire combien de fois j'ai dit à ma conjointe, ah non, on fait pas de souper ou on fait pas de brunch avec telle personne, telle personne. Je suis parti à l'autre bout du Québec pour une compétition. Fait que là, on se replanifie pour un autre Ah, ben, moment. en fin de semaine, tu sais, il annonce beau, finalement, j'irai pas faire telle affaire, je ferai pas mon gazon, je vais aller tirer à la place. Non, mais c'est ça pareil, en fin de semaine prochaine, bon, j'ai une fin de semaine de congé, là, j'ai rien en fin de semaine prochaine. Ben, je vais quand même trouver quelque chose. Puis je peux vous garantir que les gars, ça va avoir un lien quand même avec le tir sportif, la chasse, les armes à feu. Souvent, pour nous autres, ça devient un par défaut je vais aller faire du rechargement pour mon match dans 2 semaines pour avoir assez de munitions préparées pour la prochaine, C'est ça, la exact. prochaine Moi, tu sais, compétition. moi, je sais pas c'est quoi être un hockey mom. Fait que je sais pas c'est quoi avoir des enfants qui jouent au hockey puis courir les arénas à gauche et à droite. Mais j'ai des amis qui font ça, puis je peux vous dire que c'est leur mode de vie. Leur char sans le sac de sport, il y a des pucks de hockey puis des bâtons qui traînent partout, puis ils sont tout le temps à gauche puis à droite, puis quand tu leur parles, ça parle de hockey. Si seulement mon auto pouvait sentir Le la poudre G96. et le G96, ouais. Avouez, là, OK? Tu sais, on parle pour parler, là. Tu prends, mettons, exemple, un fusil de chasse, OK? Tu tires ta cartouche. T'enlèves ta cartouche. Tu sais, avec la petite fumée qui sort encore de la chambre, là. Ça sent-tu bon, hein? Hey, là, Hey, moi, t'es là, un poète, Luc. samedi, Luc, là, quand je suis rentrée, là, quand tu rentres dans un salon de massage, ça sent l'eucalyptus. Pour certains, c'est relaxant. Pour nous autres, c'est de rentrer dans un range, puis que ça Ça sente sent la la poudre. poudre. Ça, c'est relaxant. Aromathérapie. Effectivement. Aromathérapie, Oui, effectivement. effectivement. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, Il y a trop de sujets, on les va vous laisser. gars. Tu sais, on pourrait avoir des sous-sujets de sous-sous-sujets à chaque fois qu'on se parle. Je veux dire, on pourrait faire des podcasts de 4 heures, puis on aurait encore des sujets.
Mais je pense que c'est ça la beauté de notre Mm, sport, c'est qu'il y a bien tellement de raison. diversité, il y a tellement de facettes, il y a tellement de Mm. profondeur dans ce qu'on fait. Puis c'est comme ça, je sais, dans plusieurs domaines, mais c'est pas juste on s'en va au chantier, bang bang, ah, t'es mort. C'est vraiment toute une discipline. Et c'est pas parce que t'es bon dans un type de tir que t'es bon dans l'autre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de gens qui sont multidisciplinaires, comme il y a beaucoup de gens qui sont hyper spécialisés, comme dans plusieurs domaines dans la vraie vie. Donc, c'est sûr que dans les plans futurs pour les épisodes de Haut Pas de Tir, on veut parler avec ces gens-là, on Ouais. veut en avoir ici. Donc, si vous avez des idées, encore une fois, je l'ai dit dans les podcasts, mais si vous avez des idées de gens, si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier qui fait partie du sport, qui fait partie de la chasse, qui fait partie du tir sportif, ou quelque chose qui est connexe avec ça, que ce soit un armurier ou un magasin qui se spécialise dans ça, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant, informer les gens, sans nécessairement vouloir faire une pub, mais vraiment informer les gens de ce qui est disponible sur le marché, parce que c'est pas juste d'aller au champ de tir, c'est vraiment une industrie qui est autour de ça, qui est là pour servir les gens, pour servir les tireurs sportifs, les chasseurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à parler. Je pense qu'on Puis peut aller pour vraiment en s'unir profondeur. aussi, surtout, dans la situation Surtout pour qu'on est s'unir. actuellement. Oui, tout le monde, Ouais. parce que je sais qu'il y a des fois un petit peu d'animosité entre certains groupes. Ben, on est tous On ensemble. est tous dans le même Une bateau. journée, c'est. Ouais, une journée, on est tous au même pas de tir, on va dire ça de même. Exactement. La ligne de tir, elle rouvre en même temps pour tout le monde. Pour tout le monde. Excellent. Fait que sur ça, moi, je vais vous laisser sur quelques petites choses. Évidemment, si vous aimez nos podcasts et nos petits shorts, on va essayer de faire plus de shorts. Fait que si vous aimez ça, écoutez, faites un petit like, un petit commentaire. Inscrivez-vous si vous êtes capable. Faites un petit subscribe, c'est gratuit. Et partagez ça avec tout le monde qui a un intérêt avec les armes à feu et que vous pensez qu'il y a beaucoup d'informations qu'on donne dans ce podcast-ci et dans les autres qui pourraient les intéresser. Ou juste pour informer les gens dans votre entourage là, qui peut-être ne suivent pas ça aussi de manière aussi assidue que tout le monde. Et évidemment, on va finir sur ça. Abonnez-vous. Si vous avez un petit 40$ là, pour un abonnement à une organisation qui défend votre droit d'avoir et d'utiliser une arme à feu de manière légale, abonnez-vous. Il y a plusieurs organisations, on l'a dit, on en a mentionné plusieurs. Il y a la NFA, la CSSC et la CCFR, évidemment. Donc, faites une petite recherche, trouvez celle qui vous intéresse le plus. On en a tous une qui est préférée, je crois. Je pense que c'est évident. CCFR. Mais, c'est ça. Mais, donc, faites ça. Peut-être qu'on fera un sujet de podcast éventuel, la différence entre les trois organisations, pourquoi une plutôt que l'autre et qu'est-ce que chacune d'entre elles font de bien. Parce que même s'il y en a une préférée, ils font tous quelque chose. Je pense qu'on peut se mettre derrière On a chacune. tous un but Mais commun. évidemment. Le mot d'ordre, là, je vais dire comme on dit, le mot de Cambronne, c'est unité. Tout simplement, unité. Exactement. Soyons unis dans tout ça. Sur ce, on vous dit Merci merci. beaucoup tout le Et monde. puis, Moi, comme je dis, à la prochaine. je vais finir ça en beauté. Are you ready? Stand by.